le 20e anniversaire du génocide de 1994. Qu'apporte-t-il de nouveau? Quelle a été votre intention en publiant ce travail? C'est un livre qui renouvelle totalement l'état des connaissances parce que, étant expert pour le tribunal pénal international pour le Rwanda, expert assermenté pour une dizaine de procès, pour les principaux procès, notamment tous les procès militaires, j'ai eu accès à des sources qui sont réservées donc aux experts et qui ne sont pas sur la place publique. Et en travaillant sur ces sources pour mes rapports, car j'ai fait une dizaine de rapports, au total plus de 3000 pages de rapports que j'ai remis au TPIR, j'ai utilisé donc ces fonds d'archives du TPIR, les témoignages, la jurisprudence, et j'ai donc totalement réécrit l'histoire de ce génocide telle qu'elle a été réétudiée depuis 1995 devant le TPIR. Parce qu'il faut rappeler que le tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par l'ONU, par le Conseil de sécurité de l'ONU, pour juger les principaux responsables de ce génocide, siège depuis 1995 et il termine ces jours-ci. Il va terminer ces jours-ci, en 2014, ses travaux. Donc pendant des années, 4 cours ont siégé en permanence. 4 cours avec des dizaines de magistrats, accusation, défense, des dizaines d'experts, des centaines de témoins, des milliers d'heures d'enregistrement, des volumes considérables d'archives que personne n'a dépouillés. Je suis le seul à avoir dépouillé cela. Et cela me permet d'écrire une histoire totalement nouvelle et renouvelée. Tout ce qui a été dit sur le génocide du Rwanda avant mon livre est obsolète. Alors, pour revenir justement sur ces événements dramatiques de 1994, il serait utile sans doute pour nos téléspectateurs de préciser rapidement quel était le contexte général dans les années 90-94 qui a précédé les événements en question. Le Rwanda se trouvait dans une situation très compliquée en 1990 parce que les réfugiés Tutsis qui avaient quitté le Rwanda dans les années 1958, 60, 62 attaquent de l'extérieur à partir de l'Ouganda. Le Rwanda fait donc face à une guerre extérieure. Le Rwanda se fait agresser par ses réfugiés et par l'armée ougandaise, car ils font partie de l'armée ougandaise. Et au même moment, le président Mitterrand va prononcer le discours de la Baule et va obliger les chefs d'État africains à démocratiser. Et le président Habyarimana du Rwanda va être obligé de démocratiser dans un contexte de guerre, ce qui va l'affaiblir. Ce qui fait que, démocratisant, les vieux clivages internes au Rwanda vont se réveiller, entre Hutus, Hutus du Nord, Hutus du Sud, et ces Hutus du Sud vont profiter de cette guerre pour prendre appui sur leurs ennemis du FPR, pour renverser le général Habyarimana, pensant qu'ils allaient, à la fin du processus, tirer les marrons du feu, parce que le processus va se terminer par des élections. Il y a 90% de Hutus, 10% de Tutsis. Même si les Tutsis minoritaires ont une armée puissante, le jour des élections, ils ne pèseront que 10%. Et même si les Hutus sont divisés en 2 camps, 2 fois 45% divisé par 2, ça fait toujours plus que 10% de Tutsis. Donc ils pensent qu'ils vont tirer les marrons du feu. Ce sont les Hutus dits modérés qui vont s'allier aux Tutsis pour déséquilibrer Habyarimana et pour prendre le pouvoir. Et ce faisant, le FPR Tutsi va les utiliser et va provoquer un climat de guerre civile. Nous savons maintenant que tous les attentats qui ont été commis pendant la période 1991-1993 et qui vont exacerber les tensions raciales viennent non pas du camp du président Habyarimana, mais du camp du FPR. Ceci était parfaitement établi devant le TPIR. Et le FPR, c'est-à-dire le Front patriotique rwandais, l'actuel régime qui est au pouvoir à Kigali, pratique la stratégie de la terreur. La stratégie de la terreur afin de détruire complètement le corps social rwandais de façon à ce qu'il n'y ait qu'un fruit mûr à cueillir. Et les accords d'Arusha vont être signés, accords de paix d'Arusha, et l'on ne comprend pas pourquoi le général Habyarimana signe des accords qui font une telle partie belle au FPR. Parce que les Tutsis sont 10%, et ils vont se retrouver à l'issue des accords d'Arusha, posséder la moitié des postes ministériels, la moitié de l'armée, la moitié de la gendarmerie. C'est considérable. Alors tout le monde dit Habyarimana a trahi. Pas du tout. Habyarimana, qui est tout à fait un fin politique, sait très bien qu'à l'issue des 18 mois du processus de transition, qui va être garanti par l'ONU, il va y avoir des élections au suffrage universel. Et il sait qu'il va les gagner, ces élections au suffrage universel. Il va les gagner parce que les Hutus sont 90%. Ce qui fait que le FPR se rend compte que, en fait, il a perdu la partie.
Il a réussi à signer des accords qui le font rentrer dans le jeu politique, mais pour la période simplement de transition. Et il sait très bien qu'à l'issue de cette période de transition, il va se retrouver complètement minoritaire. Sa seule force est une force militaire, parce qu'il a une armée plus puissante que l'armée officielle rwandaise, que les forces armées rwandaises. Il faut donc un élément qui permette de reprendre la guerre, pour gagner le pouvoir militairement. Et c'est à ce moment-là que le général Habyarimana est assassiné dans son avion, 2 missiles qui abattent son avion. Oui, parce que vous apportez un certain nombre de lumières justement sur cet événement et l'événement déclencheur de ce qu'on va appeler le génocide. Non, pas ce qu'on va appeler ce qui est un génocide. Qui est un génocide. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de génocide. Oui, mais je comprends bien. Je dis que ce génocide n'a pas été programmé, mais ce génocide a eu lieu. C'est pas la même chose. Alors, comment s'est opéré cet attentat contre le général Habyarimana? Qui en sont les responsables? Est-ce que nous avons maintenant, aujourd'hui, des certitudes à ce sujet? Parce que si l'on en croit certains médias, on accuse évidemment les radicaux Hutus, les extrémistes Hutus, reprochant à Habyarimana justement d'avoir fait des concessions. Oui, alors, pour réaliser derrière, dans la foulée, le génocide. 20 ans de travaux au TPIR ont complètement retourné cette thèse. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, j'ai une intime conviction, mais que je ne vais pas exprimer ici, car je ne peux pas l'étayer définitivement. Ce que je peux vous dire, qui est certain scientifiquement, dans l'état actuel des connaissances, c'est que ce ne sont pas les Hutus qui ont tué Habyarimana. Nous avons des éléments qui sont des commencements de preuves, des indices de preuves. Nous avons des témoignages, notamment des membres du commando qui ont parlé. Nous avons les numéros de missiles. Les gens qui ont lancé les missiles contre l'avion présidentiel. Oui, nous savons exactement comment s'est déroulé l'attentat. Nous savons exactement d'où il s'est déroulé. Nous savons comment les missiles ont été transportés sous les camions de bois depuis l'Ouganda jusqu'au centre de Kigali, sous les camions de viande depuis le centre de Kigali jusqu'au lieu de l'attentat. Nous connaissons les noms des tireurs. Nous connaissons la couleur du véhicule qui a transporté. Nous avons les numéros d'identification des missiles. Ces missiles viennent des stocks de l'armée ougandaise. Par l'entraide judiciaire franco-russe, nous avons pu obtenir la liste des 60 missiles qui ont été vendus par les Russes à l'époque de l'Union soviétique à l'Ouganda. Et sur ces 60 missiles, nous savons qu'il y en a 16 qui sont sortis des stocks de l'armée ougandaise et qui sont passés du côté du FPR. Nous savons que parmi ces missiles, deux ont été tirés, et nous avons les numéros de ces missiles qui correspondent très exactement à ceux des 16, parmi les 16 qui sont sortis des arsenaux. Donc nous sommes très bien renseignés. Les témoins ont parlé, etc. Mais il n'y a pas de conclusion définitive. Il y a des indices plus que concordants qui montrent que cet attentat ne vient pas du côté des Hutus. Il viendrait donc des hommes du FPR. Alors, à qui profite le crime? Voilà, à qui profite le crime? Certainement pas aux Hutus. Oui. Les Hutus n'avaient absolument aucun intérêt à assassiner leur propre président. Qui plus est, le chef d'état-major de l'armée, le chef de la maison présidentielle, les collaborateurs les plus proches. Et cet attentat va totalement décapiter le régime Hutu. Le régime Hutu n'existe plus après cet attentat. Tous les cadres sont morts dans cet attentat. Et immédiatement, dans les heures qui suivent l'attentat, le FPR lance l'offensive militaire. Et deuxième grand acquis des travaux d'Arusha, nous savons que cette offensive militaire était préparée depuis plus de 6 mois. Nous savons tout sur les stocks prépositionnés, sur la mise en place des unités. Les experts militaires qui se sont relayés et qui ont montré qu'une telle offensive ne pouvait pas se préparer en quelques heures. C'est une offensive qui était longuement préparée, et cette offensive va permettre de disloquer l'armée rwandaise, qui est en phase de démobilisation. Car l'armée rwandaise, à la suite des accords d'Arusha, joue le jeu des accords d'Arusha et se démobilise. Tandis que le FPR ne se démobilise pas. Il est dans l'Ouganda. Personne ne va le contrôler. Et un personnage tout à fait insolite va intervenir dans cette affaire, c'est le général Dallaire. Le général Dallaire, qui est le chef du contingent militaire de l'ONU, et le général Dallaire a un rôle qui est insolite. Je dirais le terme insolite pour ne pas employer un autre terme. De quelle nationalité? Canadien. L'ONU avait besoin d'un francophone francophobe. Et le général Dallaire était un francophone francophobe. Et le général Dallaire va avoir un comportement très très bizarre.
Nous avons notamment le témoignage de son supérieur, car le général Dallaire est le responsable militaire de la mission, mais le chef de la mission, c'est un civil. C'est un Africain, c'est un Camerounais, et qui va être tenu à l'écart par le général Dallaire. Et ce responsable, M. Bobo, Roger Bobo, a fait un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Le chef de Dallaire parle. Et il le massacre. Il massacre Dallaire, il accuse Dallaire d'être pro-FPR. Il accuse Dallaire d'avoir joué la carte du FPR. Il accuse Dallaire d'avoir... Moi, je n'interviens pas dans ce domaine, mais les accusations portées par Bobo sont terribles. Et nous avons un autre livre, fait par un capitaine sénégalais de l'ONU, le capitaine Démé, un livre très intéressant, qui est fort peu connu, qui porte les mêmes accusations. Le capitaine Démé dit nous savions très bien, nous, les officiers africains de l'ONU, que Dallaire roulait pour le FPR. Et nous savons très bien que c'est le FPR qui a abattu Habyarimana. Nous le savions très bien, dès les heures qui ont suivi. Et quand l'offensive du FPR a eu lieu, dès la nuit du 6 au 7 avril 1994, l'attentat a lieu le 6 avril à 19h30, ou 19h, ou 18h30, et dans la nuit même, l'offensive commence, l'offensive du FPR, et nous savions très bien que cette offensive était préparée depuis des mois. Nous le savions par les écoutes, par les renseignements, etc. Et Dallaire a menti. Dallaire va jusque dans les derniers jours qui précèdent l'attentat dire aux responsables internationaux qui chapeautent le principe d'Arusha, donc l'ambassadeur américain, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur de Belgique et le nonce apostolique, qui vont demander des explications à Dallaire en disant la partie rwandaise nous dit que le FPR reçoit des armes en quantité, qu'en savez-vous? Il dit mais c'est totalement faux, le FPR ne reçoit pas d'armes d'Ouganda. Or, la veille de cette réunion, Dallaire a eu sur son bureau un document qui lui arrivait par son homologue de l'ONU qui était en Ouganda, qui est un colonel indien, un message crypté que nous avons au TPIR, nous avons produit au TPIR, et qui dit à Dallaire des quantités considérables d'armes passent de l'armée ougandaise au FPR par la frontière, il y a une offensive en préparation, voici les armes qui passent. Et tout est parfaitement détaillé. Dallaire, là, la veille sur son bureau, l'étudie, et le lendemain, dit mais non, il n'y a absolument aucun élément permettant de dire... Qui est devenu ce brillant personnage alors ? Il a fait une crise de nerfs. Ce brillant personnage a laissé ses hommes se faire massacrer sous ses yeux. Il y a un épisode que je raconte dans mon livre qui est absolument dramatique. Il voit trois casques bleus belges qui ont été capturés par des assassins et qui sont en train de les massacrer. Il est avec sa Jeep conduite par un chauffeur rwandais. Il voit ses hommes se faire massacrer. Il demande au chauffeur de s'arrêter. Le chauffeur dit non, c'est trop dangereux. Ah bon? Et au lieu de sortir son pétard et disant tu t'arrêtes, je descends, le général Dallaire serait descendu, l'affaire était calmée. Il va à la réunion de l'état-major, parce que les officiers rwandais font une réunion pour voir comment réagir après la mort d'Habyarimana. Au lieu, il a devant lui l'ensemble des officiers de l'armée rwandaise. Au lieu de dire « on massacre mes hommes à 400 mètres de là », il ne dit rien. Le colonel Bagosora, qui préside la réunion, le fait installer à la table d'honneur, lui demande de prendre la parole. Il dit « non, je prendrai la parole à la fin de la réunion ». 1 heure se passe. À la fin de la réunion, va-t-il dire « l'on massacre mes hommes à côté », il ne dit rien. Et quand la réunion est terminée, midi, il prend à part le colonel Bagosora et lui dit « on massacre mes hommes un peu plus loin ». Bagosora part en courant, lui-même manque de se faire massacrer, mais entre-temps, les casques bleus belges ont été tués. Donc il y a véritablement un comportement qui est assez étrange et assez insolite chez le général Dallaire. Alors, il va faire une dépression nerveuse, il va être complet d'honneur au Canada, et bon, il se fait oublier, mais c'est un héros national au Canada. Vraiment. Ah oui, bien. Intéressant. Oui. Ouais. Alors, cette affaire du Rwanda, elle a fait l'objet, bien sûr, de beaucoup de débats, de beaucoup de polémiques, et en particulier, on a voulu incriminer la France dans cette affaire. La France responsable ou complice du génocide. Il y a un certain nombre de titres de la presse quotidienne qui sont revenus à plusieurs reprises sur ce terrain-là. Que pouvez-vous répondre à ces affirmations? Bon, de toute façon, la France complice génocide, c'est une vaste plaisanterie, parce que les derniers éléments militaires
militaires français quittent le Rwanda au mois de décembre 1993 et le génocide a lieu le 6 avril 1994. Donc il n'y a plus de Français au Rwanda, en dehors de la coopération militaire, les 14 ou 15 coopérants militaires qui étaient déjà là avant 90, enfin le même effectif. Donc c'est une plaisanterie. Il y a plus de coopérants allemands à ce moment-là, plus de coopérants belges qu'il n'y a de coopérants militaires français. Donc c'est une plaisanterie, c'est un mauvais procès. En revanche, la France a une responsabilité, la France socialiste a une grande responsabilité, car c'est elle qui a imposé la démocratie. Car si le président Mitterrand n'avait pas forcé le général Habyarimana à démocratiser, il n'y aurait pas eu une cassure interne au monde Hutu, dont vont profiter les membres du FPR pour subvertir le pouvoir du Rwanda. Parce que c'est cette démocratie et ce multipartisme qui font que l'union des Hutus disparaît et que le FPR Tutsi, pas uniquement Tutsi, il y a des Hutus FPR, en fait c'est un parti Tutsi, va utiliser les uns et les autres pour essayer d'affaiblir Habyarimana. Et l'opposition Hutu au président Habyarimana, qui ne fait pas le poids face à Habyarimana, va jouer les grands démocrates et les grands purs, n'est-ce pas, et va s'appuyer sur le FPR pour renverser Habyarimana. Toujours avec le même calcul. Le FPR a la force militaire qui va permettre de battre Habyarimana, et comme au bout du terme, il y aura des élections, eh bien, les Hutus dits modérés, car ça ne veut rien dire, Hutus modérés. Hutus modérés, ce sont les Hutus qui collaborent avec le FPR et qui sont contre Habyarimana. Donc, le Hutu modéré, c'est le Hutu qui collabore avec les assaillants extérieurs venus d'Ouganda. Et sachant très bien qu'à l'issue du processus, les élections vont leur donner le pouvoir, pense-t-il. Mais la radicalisation va se faire d'une telle manière dans les semaines qui précèdent l'attentat contre le président Habyarimana qu'une grande partie des Hutus dits modérés, c'est-à-dire des Hutus opposés à Habyarimana, va se rallier finalement à Habyarimana, car ils se rendent compte que les Tutsis les manipulent, que le FPR Tutsi les manipule depuis le début. Parce qu'il n'y a pas que des Tutsis au FPR, il y a des Hutus, notamment des Hutus du nord, de la région de Rwengeri, qui étaient des opposants à Habyarimana. Et la grande force du FPR, c'est d'avoir mis ce qu'on a appelé les Hutus de service au premier rang, et derrière, toute l'équipe Kagame contrôle les opérations. Et le masque va vite être jeté. Dans les premières semaines, après la victoire militaire de juillet 1994, eh bien, le général Kagame va mettre en avant des responsables Hutus, et quand son pouvoir sera bien installé, eh bien, ces responsables Hutus vont être évincés, il va prendre la totalité du pouvoir. Phénomène classique, révolutionnaire, que nous connaissons absolument partout. Alors donc la France n'est absolument pas concernée par l'événement et elle intervient ensuite... La France est concernée dans le sens où la démocratisation a disloqué l'État rwandais, a permis les conditions de la guerre civile. Mais la France n'a aucune responsabilité dans le génocide. Et à l'inverse, la France intervient avec l'opération turquoise pour limiter les dégâts. Mais bien plus tard. Alors, ce qui se passe, c'est que 7 avril, attentat du 6 avril, le président Habyarimana est assassiné. Dès la nuit du 6 au 7, le FPR attaque, culbute l'armée rwandaise, qui est en phase de démobilisation, donc qui n'est pas prête à résister. Et le génocide éclate dans les jours qui suivent. Un génocide qui est un génocide conséquence de l'attentat contre le président Habyarimana. Un génocide qui part de la base. Alors, les épouvantes que nous connaissons, etc. Phénomène spontané. Oui, il n'y a pas de planification, de préméditation, c'est un des points importants que vous abordez dans votre ouvrage. Oui. Ceci était parfaitement établi. Par exemple, tout ce que le régime de Kigali et tout ce que l'accusation au TPIR a mis en avant comme élément de preuve de la planification, tout cela a été totalement réduit à néant par le TPIR. Par exemple, on nous disait qu'il existait une cellule secrète qui s'appelait la Kazoo, la petite maison, qui était la cellule qui avait organisé le génocide. J'étais expert dans le procès du chef présumé de la Kazoo, qui était le beau-frère du président Habyarimana, M. Proté Zirirangaïrazo, et il était acquitté, totalement acquitté. Sont venus témoigner au TPIR 2 responsables Hutus dits modérés, disant mais la Kazoo, c'est nous qui avons inventé le terme en 91 pour discréditer Habyarimana. Et ensuite, les journalistes ont repris cela, et ce que nous avions créé comme élément de déstabilisation est devenu une réalité chez les journalistes. On a bien montré, il était acquitté et libéré.
complètement. Donc on n'en parle plus. Deuxième élément de planification, oui, mais les extrémistes Hutus avaient créé la radio génocidaire RTLM, Radio-Télévision d'Émile Colline, pour le génocide. Procès de Ferdinand Nahimana, qui fut mon élève, mon collègue, puis mon doyen à l'université, et qui était le directeur de cette radio, qui a été condamné pour autre chose, mais qui était acquitté pour cela, car le jugement d'appel du TPIR dit « La radio-télévision d'Émile Colline n'a pas été créée dans un but génocidaire. Elle est devenue ensuite une radio génocidaire. » Oui, oui, elle est devenue après le 18 ou le 19 avril, mais pas avant. Il n'y a pas préméditation. Enfin, génocide, oui, nous sommes tous d'accord, mais il n'y a pas préméditation. Troisième élément qui est fondamental, le colonel Bagosora, qui est présenté comme l'architecte du génocide, a été acquitté de la préméditation et de l'organisation du génocide. Il était condamné pour autre chose, mais acquitté. Et la semaine dernière ont été acquittés les 2 officiers supérieurs de l'armée rwandaise qui ont été mis en liberté, acquittés complètement. L'armée rwandaise n'a pas organisé le génocide. Donc, il s'est passé que la folie meurtrière, le Rwanda était une cocotte minute, tout le monde se connaît, c'est un petit pays surpeuplé, les gens ont commencé à se massacrer. Alors, il y a eu ensuite une organisation du génocide dans certaines régions, mais bien après l'attentat du 6 avril. Moi, la thèse que je défends est très simple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu génocide. Ce que je dis, c'est que ce génocide n'a pas été programmé. C'est un génocide. Alors, s'il n'a pas été programmé, d'où sort-il alors? C'est l'attentat d'Abiyarimana. Alors, pourquoi l'ONU refuse d'enquêter? Le TPIR, création du Conseil de sécurité de l'ONU, n'a pas eu l'autorisation d'enquêter. Pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU était contrôlé par les États-Unis et par les Britanniques, par les alliés du régime de Kigali. Donc, interdiction d'enquêter là-dessus. Et la seule enquête qui se soit déroulée, c'est une enquête française. D'où les attaques du régime rwandais contre la France. Toutes les attaques qui sont faites en disant la France est complice du génocide sont des attaques de diversion et d'enfumage destinées à terroriser le juge Trévidic. Parce que le juge Trévidic, qui a pris le relais du juge Bruguière et qui est en charge de ce dossier, est l'objet de pressions inimaginables et d'enfumage inimaginable avec tous les relais de presse, Libération, Jeune Afrique, enfin toute la presse qui est une presse qui suit et qui adhère à l'idéologie officielle du régime de Kigali. L'idée est la suivante, il faut embrouiller le dossier d'une telle manière que le juge Trévidic rende un non-lieu total ou partiel. Comme ça, on n'en parlera plus. Et comme il n'y avait que la France qui enquêtait sur l'attentat, pourquoi? Parce que les pilotes de l'avion présidentiel étaient français. L'équipage était français. Donc, si l'enquête française capote, les vrais auteurs de l'attentat ne seront jamais identifiés. Donc, c'est un combat très important qui se mène au point de vue juridique. Alors, nous verrons si la justice française peut aller jusqu'au bout. Les Rwandais, à l'heure actuelle, font patte de velours avec la France. Et j'en reviens à l'actualité en République centrafricaine. La France avait besoin d'alliés africains. Personne ne se bousculait. Le Rwanda a envoyé 1000 hommes. Ah oui. Regardez comme nous sommes gentils. Il est bien évident que c'était pas pour nos beaux yeux qu'ils ont envoyé 1000 hommes. Il est bien évident qu'en dessous, il y a dû y avoir des tractations. Bon, en France, la justice est indépendante, donc ces tractations n'auront pas de conséquences sur la justice, bien entendu. Ou alors nous serions devenus une république bananière. Je ne crois pas du tout encore. Vous pensez? Non, vraiment. Non, mais pas du tout. Et quelle est la situation actuelle alors Eh bien, au Rwanda, eh bien, nous sommes revenus à une situation, j'allais dire, d'ancien régime, bon, qui est une situation intéressante aux yeux de l'histoire. C'est-à-dire que les 10% de Tutsis qui avaient été chassés du pouvoir en 1959 au nom de la démocratie ont repris le pouvoir militairement et appuyés sur ce que certains ont appelé l'héritage ou même la rente du génocide, ils sont au pouvoir et personne ne conteste leur pouvoir. Alors, on arrive à des élections qui sont tout à fait intéressantes. Par exemple, dans la zone du nord du Rwanda, qui était le fief du général Abiyarimana, c'est une zone dans laquelle il n'y a jamais eu le moindre Tutsi, le président Kagame est élu avec 98% des voix. Donc c'est tout à fait intéressant. Nous avons une véritable démocratie telle que nous l'aimons. Je pense qu'une telle démocratie mériterait que le président Kagame puisse entrer au Panthéon. C'est voilà une idée, oui, effectivement. Merci Bernard Lugon pour tous ces éclairages.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Oui, Bernard alors, Lugan. Rwanda, un génocide en question. Alors en question au pluriel, question, parce que je oui. pose 10 questions. Les 10 questions qu'il faut poser. C'est à propos de ce oui. génocide. Effectivement, un génocide en question. C'est publié aux éditions du Rocher. Eh bien, merci infiniment Bernard Lugan. On a appris beaucoup de choses, je crois, Philippe. Et je signale que la première édition du livre est totalement épuisée. L'éditeur m'a annoncé hier qu'on faisait un retirage. Plusieurs milliers d'exemplaires vendus déjà en quelques semaines. Donc visiblement, c'est un livre oui, entre guillemets, au parler contemporain, qui interpelle. Qui intéressera certainement, en tout cas, les téléspectateurs de TV.